Bonsoir à tous, enfin bon après-midi d'ailleurs. Merci à tous d'être là pour ce webinaire issu du PNDS, des syndromes drépanocytaires majeurs pour la pédiatrie. Donc aujourd'hui, on aborde la question de la transfusion avec les professeurs Pirenne et Pondaré, que je remercie. À vous. Merci Lucille et bonjour à tous. Voilà, donc moi je ne vous vois pas, c'est un peu... Mais donc on va commencer et on va commencer directement par une première vignette clinique. Donc je vais la lire avec vous et ensuite vous savez que vous avez à utiliser le QR code pour y répondre. Composer, vous pourrez via votre téléphone répondre aux questions qui vous seront posées. Pour les personnes qui arriveront en cours de route, elles pourront également rejoindre le webinaire de manière interactive à chaque nouvelle question, puisque le QR code sera de nouveau disponible sur les slides. Voilà, donc vous êtes prêts. Le cas clinique, on commence. Vous recevez pour une première consultation d'annonce et de confirmation un nouveau-né de 2 mois avec les résultats du dépistage néonatal indiquant un statut FS. Vous suivez également son grand frère de 4 ans pour une drépanocytose SS. Les parents sont hétérozygotes AS. L'examen clinique du nouveau-né est normal. Quel bilan biologique est recommandé dès cette première consultation? Je vais le lire, mais vous pouvez commencer à voter. Hémogramme avec réticulocyte, électrophorèse, analyse de l'hémoglobine, phénotype sanguin ABO rhésus KEL, de détermination, phénotype étendu DUFI KID MNS, une détermination, analyse moléculaire du système RH. Alors, la majorité d'entre vous a répondu qu'il fallait faire un hémogramme avec réticulocyte. Également, l'électrophorèse de l'hémoglobine, bien sûr, c'est une consultation de confirmation et on a besoin de vérifier le niveau d'hémoglobine et d'hémolyse dès la première consultation. Ensuite, les réponses phénotype sanguin ABO rhésus KEL, c'est oui. Phénotype étendu, c'est oui. Et analyse moléculaire du système RH, c'est oui. Et c'est France Pirenne qui va vous expliquer l'intérêt en fait de ces examens, en sachant qu'un nouveau-né peut avoir des besoins transfusionnels très précoces. Donc, le bilan pré-transfusionnel est à faire dès la première consultation d'annonce. Voilà, bonjour à tous. Donc, en effet, il est important, comme vient de le dire Corinne, de faire un bilan des groupes sanguins du patient à la première opportunité, en fait. Comme ça, quand si jamais il doit être transfusé, eh bien, on ne sera pas surpris par des caractéristiques particulières qui pourraient rendre la transfusion un peu plus complexe. C'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer finalement les caractéristiques particulières que l'on peut retrouver chez ces patients pour la plupart d'ancestralité africaine. Donc, par exemple, si on prend les antigènes courants dans le système Rhesus, KEL, DUFI, JICA et MNS, eh bien, il y a des antigènes qui sont moins fréquemment exprimés chez ces patients par rapport aux individus d'origine européenne qui vont constituer en France, mais aussi dans les DOM d'ailleurs, parce qu'on envoie le sang de métropole dans les DOM, eh bien, la principale source de poches de sang transfusées. Par exemple, vous voyez l'antigène grand C, il est peu fréquemment exprimé chez les patients, alors qu'il est très fréquemment exprimé chez les individus d'origine européenne. Si l'on prend les autres antigènes, eh bien, le DUFIA est, pour ainsi dire, est très rarement exprimé. Le JKB aussi beaucoup moins exprimé que chez les individus d'origine européenne et l'antigène grand S aussi. Donc, on a finalement souvent des patients qui sont finalement grand C-, grand E-, DUFIA-, JKB- et grand S-. Et donc, si on n'y prête pas attention, c'est donc le premier petit carré ici sur la slide. Enfin, vous pourrez peut-être, vous aurez les slides, vous l'aurez mieux peut-être quand vous les aurez sous les yeux. Mais si on n'y prête pas attention, eh bien, on va exposer ces patients très fréquemment avec ces antigènes si on les transfuse avec du sang d'origine européenne. Et donc, ils pourront éventuellement produire des alloimmunisations. Alors, je vais passer à la slide après. Alors, il y a une caractéristique aussi, au-delà des antigènes courants, c'est des particularités que l'on retrouve au niveau des antigènes courants. Ce sont des variants et essentiellement dans le système Rhésus. Et donc, des variants qui sont très fréquents dans ces populations de patients, eh bien, c'est ce qu'on appelle les antigènes partiels.
Alors là, je vous ai représenté vraiment de manière extrêmement schématique, ça ne correspond pas à la réalité, l'antigène D, Rhésus D, le Rhésus positif, l'antigène D. Et vous voyez, il faut se souvenir qu'un antigène, c'est constitué d'une multitude d'épitopes représentés par les petits pics là, de l'étoile. Eh bien, un antigène partiel, c'est un antigène auquel il manque un certain nombre d'épitopes, de telle sorte qu'un individu qui est partiel, est-ce qu'on peut faire avancer la slide? S'il vous plaît, voilà. Donc, si vous transfusez à un individu D partiel du D conventionnel, vous pouvez aussi continuer, s'il vous plaît, la suite de l'animation, voilà. Et encore, eh bien, le patient va, non, pardon, vous pouvez revenir en arrière. Le patient va pouvoir produire des anticorps uniquement contre les épitopes qu'il n'exprime pas. Donc, il est en situation potentiellement de s'immuniser. Et ce sont des situations fréquentes puisque 12% des individus D positifs parmi ces patients, eh bien, ils sont D partiels. On en trouve aussi pour le grand C, pour le petit E et pour le petit C. Voilà. Donc, vous pouvez passer à la suivante. Et le La diagnostic troisième, excuse-moi, pardon? le Oui, alors diagnostic pour faire le diagnostic de ces, voilà, tu as raison de le préciser, autant les groupes sanguins classiques, on les fait en agglutination, voilà, donc des techniques classiques de laboratoire, alors que pour les antigènes partiels, eh bien, on est obligé de recourir à la biologie moléculaire. Et c'est la raison pour laquelle, à la première opportunité, comme vous y avez répondu dans la slide précédente, c'est bien de faire une analyse du système Rhésus en biologie moléculaire pour rechercher ses particularités. Si un patient est D partiel, eh bien, on va lui transfuser du D négatif. Voilà, la suivante. Alors, il y a aussi la troisième caractéristique qu'on retrouve, c'est ce qu'on appelle des sangs rares. Alors, un sang rare, il y en a dans toutes les populations, mais il y a des sangs rares particuliers en fonction de certaines origines géographiques. D'abord, c'est quoi la définition d'un sang rare? Eh bien, c'est un groupe sanguin, c'est un sang au niveau duquel il n'y a pas expression d'un antigène qui est exprimé chez tout le monde, excepté une très petite partie de la population. Et donc, dans les populations d'origine africaine, il y a notamment un sang rare qui est très connu, qui est le U négatif. Donc, c'est un antigène U qui appartient au système MNS et il n'est pas exprimé. Et donc, mais il n'est pas exprimé, mais dans une très faible partie de la population d'origine africaine. Et le fait de ne pas être exprimé, ça n'existe même pas dans la population européenne. Alors, il y a d'autres sangs rares qui sont encore plus rares dans le système Rhésus qui sont cités ici. Et donc, ça veut dire qu'un individu sang rare, eh bien, si vous n'y prêtez pas attention, vous allez lui transfuser du sang pourtant phénocompatible RHKL, mais vous allez l'exposer systématiquement à cet antigène qui n'exprime pas. Et donc, il va se retrouver dans une situation d'impasse, puisqu'il va produire l'anticorps dirigé contre cet antigène de fréquence élevée, et après, enfin potentiellement s'il s'immunise, hein, et après, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de lui transfuser du sang rare identique avec des ressources largement limitées. Alors, ce que l'on peut aussi associer à des fréquences basses, mais c'est pas un sang rare en soi, c'est une combinaison d'absence d'antigènes. Je vous ai dit que les patients, ils exprimaient très peu fréquemment le DUFIA, le JKB et le grand S. Eh bien, si vous voulez respecter cette combinaison d'antigènes négatifs dans une situation en compatibilité, eh bien, dans la population européenne, c'est moins de 1 pour 1000, alors que ça représente 20% chez les individus d'ancestralité africaine. Donc, ce n'est pas un sang rare, mais c'est un phénotype élargi, rare, si vous voulez, qu'on ne retrouvera pas facilement chez les donneurs d'origine européenne. La suivante. Alors, la dernière caractéristique, c'est un peu l'inverse, c'est ce qu'on appelle les antigènes privés. Un antigène privé, c'est un antigène qui n'est exprimé que chez très peu de monde. Or, il existe, et le terme de privé, de basse fréquence, c'est en référence à la population d'origine européenne. Or, il existe des antigènes qu'on appelle privés parce qu'ils ne sont pas exprimés chez les individus d'origine européenne, mais qui en fait ont une expression équilibrée chez un individu d'ancestralité africaine. Je vous donne l'exemple d'un seul antigène. Il s'appelle le VS. Il est exprimé chez 40% des individus d'ancestralité africaine. Or, quand on va faire des RAI, donc on va rechercher les anticorps présents dans le plasma d'un patient avant de le transfuser. Le plasma, il est testé vis-à-vis de toute une série de globules rouges. Et ces globules rouges, ils sont issus de donneurs d'origine européenne. Donc, on n'aura pas la cible de l'anticorps si le patient a un anti-VS. Et c'est la raison pour laquelle, et en fait, il est souvent en situation de le produire, parce que le patient, s'il est transfusé avec du sang
de donneur d'origine africaine et que lui-même est VS négatif, il peut être exposé à l'antigène dans 40% des cas et produire l'anticorps. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on recommande systématiquement, en plus de la RAI, de faire une épreuve de compatibilité systématique au laboratoire en pré-transfusionnel. C'est-à-dire qu'on prend un échantillon de la poche que l'on a sélectionné pour le patient sur les autres critères de compatibilité et on va la tester avec le plasma. Et si dans le plasma, il y a cet anti-VS qu'on n'a pas détecté en RAI et que la poche, elle exprime le VS parce que c'est un donneur d'origine africaine, ce sera positif et donc du coup, on éliminera cette poche. Voilà. On va passer à la suite. Voilà, cet enfant a maintenant 6 mois. Il est amené aux urgences par ses parents pour des difficultés à téter, une somnolence accrue. Il n'a pas de fièvre. La rate est perçue à 6 cm sous le rebord costal et le bilan biologique montre un taux d'hémoglobine à 5 grammes par décilitre, les réticulocytes à 350 gigas par litre. Et vous diagnostiquez une séquestration splénique aiguë. Vous envisagez une transfusion. Donc, voilà le groupe sanguin avec phénotype étendu de l'enfant. O, D+, grand C-, grand E-, petit C+, petit E+, quel moins. Et la suite, vous la voyez. Pour répondre à la question, quelle est votre prescription? Ça doit apparaître, mais autrement. Voilà, donc là, peut-être que vous le voyez, vous êtes en train de répondre déjà. Quelle est votre prescription? RAI, transfusion de CGR de groupe sanguin O, D-, C+, grand E+, petit C-, je crois que vous avez le temps écoulé, c'est ça? Non, pas encore, hein, c'est ça. Transfusion de CGR de 15 ml par kilo, transfusion visant un taux d'hémoglobine post-transfusionnel entre 9 et 10, transfusion de CGR après test de compatibilisation. Donc, vous avez tous répondu transfusion de CGR après test de compatibilisation. On l'avait vu avant. La RAI, oui, vous êtes la majorité. Donc, c'est France qui va d'abord commenter un petit peu les réponses, qui sont RAI. Voilà, donc, ouais, voilà. Donc en fait, la RAI, bah, elle est obligatoire de toute façon avant toute transfusion. Donc là, on est de toute façon dans la réglementation quoi qu'il arrive. Ensuite, vous avez vu que le patient était grand D+, grand C-, grand E-, petit C+, petit E+. Et en fait, la règle de base en termes de compatibilité, c'est de donner déjà du phénotypé RHKL. Or là, vous voyez que si l'on donne du grand D+, grand C+, grand E-, petit C+, petit E+, on va lui apporter du grand C+. Donc là, on ne peut pas transfuser ce type de CGR. Il aurait fallu qu'il soit grand C-. Ensuite, je te laisse continuer, oui. La compatibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, le test de compatibilité avant une transfusion, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé dans toutes les guidelines. Ce n'est pas quelque chose qui est réglementaire en soi. Ce qui est réglementaire pour un test de compatibilité, c'est quand le patient a une RAI positive. Or là, on va lui faire, même s'il a une RAI négative, parce que on veut s'assurer qu'il n'y a pas un anticorps qu'on n'aurait pas détecté à la RAI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne le volume à transfuser et le taux d'hémoglobine post-transfusionnelle à viser, je vais y répondre dans les diapositives suivantes. Non, France, c'est encore toi. Alors, on va juste revoir les règles transfusionnelles chez les patients atteints de drépanocytose, règles qui sont donc issues du PNDS, mais aussi de réglementation, de recommandations en fait internationales. Donc, en fait, on considère que lorsqu'il y a une transfusion ponctuelle, c'est-à-dire moins de 12 CGR dans l'historique, on n'a pas encore notion de si le patient est à risque ou pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque la RAI est négative, qu'il n'y a pas d'antécédent de RAI positive, c'est absence d'antécédent de RAI pas négative mais positive, donc, qu'il n'y a pas dans l'historique la connaissance d'une alloimmunisation et qu'il n'y a pas d'antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle, et bien là, on est dans une situation où on va donner des CGR phénotypés RHKL. Donc classique, comme voilà. Ensuite, s'il y a une alloimmunisation connue,
Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la RAI du jour positive, c'est si dans votre historique aussi vous avez une immunisation connue, même si l'anticorps n'est plus présent le jour de la transfusion, ou si le patient a un antécédent d'hémolyse post-transfusionnelle, là on a déjà utilisé l'acronyme, hein, c'est DHTR pour Delay Hemolytic Transfusion Reaction, et bien là, on va passer à des CGR phénotypés étendus, c'est-à-dire qu'on va respecter bien sûr encore le RHKL, mais aussi le DUFI, le JK et le MENES. Et bien sûr, les poches seront toujours compatibilisées. Je veux juste dire que si, par exemple, le patient a fait un anti-JKB, eh ben, on va aussi étendre la compatibilité pour le système DUFI et MNS, même si le patient n'a pas encore produit l'anticorps. Parce qu'on sait que s'il a produit un anticorps, il va continuer à en produire. Ce qui n'est pas le cas pour la population générale, où on ne respectera que l'anticorps, que la spécificité de l'anticorps produit. Alors maintenant, si le patient a un antécédent d'hémolyse, là, c'est vraiment la situation à risque de refaire une hémolyse, eh bien, quelle que soit la situation de son immunisation, en fait, hein, eh bien, il bénéficiera de CGR phénotypés étendus compatibilisés. Ensuite, si on ne connaît pas les antécédents du patient, évidemment là, c'est plus compliqué. On sera obligé de discuter un peu au cas par cas en fonction. Et dans tous ces cas, considérés à risque, eh bien, il y a une procédure qui doit être appliquée à la fois pour les biologistes, mais aussi pour les médecins. Enfin, pour les biologistes, en tout cas ici, on va conserver les tubulures des produits transfusés pour les retester après la transfusion et plus tard, au cas où le patient développerait une hémolyse. Comme ça, on allait. Et pour voir en fait si le plasma s'est positivé contre les globules rouges qu'on a transfusés au début. Et là, on peut avoir une première idée de savoir si le patient s'est immunisé. Et ensuite, au cas par cas, eh bien, on va décider ensuite du rituximab, qui sera souvent préconisé pour une nouvelle transfusion si le patient donc a un antécédent d'alloimmunisation. Alors, dans les autres cas, c'est-à-dire en fait les patients qui ont déjà reçu beaucoup de transfusions, et c'est souvent le cas des patients sous échange chronique chez qui tout se passe toujours, enfin chez lesquels tout s'est toujours bien passé, eh bien si la RAI est négative et qu'il n'y a pas d'antécédent de RAI positive, donc il faut corriger là, eh bien CGR phénotypé RHKL compatibilisé. Si la RAI est positive ou qu'il y a un antécédent de RAI positif, eh bien, on va donner des CGR phénotypés RHKL étendus à la spécificité des anticorps. Et là, si la ressource est suffisante, on fera aussi du phénotype étendu, mais disons que c'est moins strict comme recommandation pour ce type de situation. Voilà. On en vient maintenant aux indications transfusionnelles. Donc, chez cet enfant, on est dans une situation d'anémie aiguë. Je vous cite les causes d'anémie aiguë classique chez le nourrisson. Ben là, séquestration splénique aiguë, l'érythroblastopénie aussi au parvovirus B19. On voit aussi parfois une anémie aiguë par toxicité à hydroxyurée. C'est possible aussi, il faut le connaître. Et puis, on peut avoir une anémie aiguë, une hémolyse aiguë lors des infections. Dans ce cas-là, c'est une transfusion simple qu'il faut administrer parce que l'objectif est d'augmenter le transport d'oxygène, d'améliorer l'anémie et de corriger l'hypovolémie. Et donc, le volume dans ces situations est de 10 à 15 millilitres par kilo. L'objectif est de sortir du risque vital l'enfant. Et donc, il ne faut pas du tout chercher à atteindre le taux d'hémoglobine habituel du patient. Par exemple, un enfant, s'il est à 3 grammes par décilitre et que son hémoglobine habituelle est à 8, ne calculez pas le volume pour le faire remonter à 8. Pourquoi? Parce que vous risquez d'hyperviscosité, notamment après une séquestration splénique aiguë. Les globules rouges qui sont séquestrés vont recirculer, donc vous allez augmenter votre taux d'hémoglobine secondairement et ça peut entraîner des risques pour l'enfant dès lors que la viscosité augmente. Et même dans les cas, par exemple, d'érythroblastopénie ou parvovirus B19, si l'infection a été diagnostiquée alors que finalement c'est la fin de l'infection virale, vous allez transfuser, vous montez votre enfant, on va dire, à 7 grammes, et il va y avoir une réticulocytose qui apparaît, et là vous risquez d'amener l'enfant à des taux d'hémoglobine trop élevés et de risquer. Donc voilà, globalement 10 à 15 millilitres par kilo selon le taux d'hémoglobine, et là vous êtes sans risque pour l'enfant. Et dans tous les cas, on l'a écrit dans le PNDS,
ne pas dépasser 9 grammes par décilitre en post-transfusionnel. Et puis, il y a aussi des situations où on va choisir une transfusion simple, les situations d'hyperémolyse, mais là, dans un contexte de vaso-occlusion. C'est le cas classique en fait des syndromes thoraciques aigus sévères qui s'accompagnent d'hyperémolyse. Et là, on va aussi faire une transfusion simple, mais on va préférer l'échange transfusionnel. Néanmoins, il faut souvent transfuser l'enfant assez rapidement. Et donc, les recommandations là, c'est de transfuser, mais de limiter. Et en général, c'est de 10 millilitres par kilo. Tout ça parce qu'on ne peut pas augmenter la viscosité en situation de complications vaso-occlusives. Et donc, on va faire une transfusion simple quand le taux d'hémoglobine est à moins de 8 grammes par décilitre. Je vous ai mis en dessous une petite règle. Globalement, retenez que 10 millilitres par kilo augmente le taux d'hémoglobine de 2,5 grammes par décilitre. 16 millilitres par kilo l'augmente de 4 grammes par décilitre. Alors, donc cet enfant, on y revient, il a fait un premier épisode de séquestration splénique aiguë, il avait une rate à 6 cm à l'arrivée, vous l'avez transfusé avec un volume de 15 ml par kilo. 24 heures après la transfusion, la rate a diminué de volume. Quel est le bilan recommandé? Alors, hémogramme, réticulocyte, RAI, électrophorèse de l'hémoglobine, bilirubinémie et dosage des LDH. Voilà. Donc, vous avez tous répondu l'hémogramme, et c'est juste. En ce qui concerne les réticulocytes, vous n'avez pas tous répondu réticulocytes, et c'est vrai que ce n'est pas fondamental, mais on peut le faire. Les RAI ne servent à rien à ce stade-là. Les RAI, c'est du pré-transfusionnel. Et l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est du… Non, pardon, ou post-transfusionnel à distance de manière systématique. Mais je veux dire pas là. Mais plus lointaine. Pas si proche de la transfusion, en tout cas. L'électrophorèse de l'hémoglobine, vous êtes 85% à avoir répondu oui. Alors, c'est des choses un peu nouvelles, effectivement. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas systématique. Et maintenant, ça devient systématique dans certaines conditions, notamment chez cet enfant qui a été peu transfusé. Et donc, chez les enfants peu transfusés, on va le voir après, moins de 12 CGR, à ce moment-là, on fait une électrophorèse de l'hémoglobine systématique et en même temps un bilan d'hémolyse. Donc, je vous explique ça. Donc, on a vu les réponses positives. Donc, après la transfusion, pourquoi on recommande maintenant de faire, en plus de l'hémogramme, une électrophorèse de l'hémoglobine? Eh bien, c'est pour être en capacité d'évaluer le rendement transfusionnel à distance et de confirmer le diagnostic d'accident hémolytique post-transfusionnel en cas de survenue de complications à distance. Le suivi clinique et biologique, évidemment, il est adapté à la situation qui a motivé la transfusion. Par exemple, on va palper la rate après une séquestration splénique aiguë. Et j'en profite pour dire aussi que c'est quand même le bon moment, quand la rate a grossi, d'apprendre aux parents à palper la rate, pour ceux qui sont d'accord avec le fait que les parents peuvent apprendre. Et puis, ça dépend effectivement des parents. Mais souvent, quand on leur montre qu'il n'y a pas de rate, c'est compliqué. Quand il y a une rate, c'est le bon moment. Et puis, oui, dans tous les cas, le suivi biologique est recommandé. Par exemple, en cas d'infection à parvovirus B19, c'est jusqu'à ce que vous voyez que les rétiques augmentent. Quand les rétiques repartent, la reprise hématopoïétique est là, et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de recontrôler l'hémogramme. Donc, l'enfant va mieux, la rate a complètement régressé, on est 3 jours après la transfusion. Quelle est votre attitude pour la suite? Vous demandez aux parents de reconsulter devant tout symptôme anormal, quel qu'il soit, ou devant une réaugmentation du volume de la rate. Vous le voyez de façon systématique à 1 mois d'hospitalisation. En plus de cette consultation, vous faites un bilan biologique à 1 mois de l'hospitalisation avec RAI, avec hémogramme et réticulocyte et avec électrophorèse de l'hémoglobine. Alors là, toutes les réponses sont justes, effectivement, mais c'est vraiment aussi l'objectif de ce webinaire, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment récentes. On recommandait ça pas avant, c'est maintenant vraiment précisé dans le PNDS. Effectivement, on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Les RAI, alors là, c'est recommandé depuis très très longtemps, ça c'est pas nouveau. L'objectif est de détecter une alloimmunisation post-transfusionnelle. Et donc de mettre en évidence des anticorps d'alloimmunisation.
Pourquoi il faut absolument le faire? Parce que ces anticorps peuvent disparaître du plasma. Et donc, la RAI faite parfois à 6 mois ou à 1 an peut s'être négativée alors qu'il y a pourtant bien eu alloimmunisation. On parle d'anticorps évanescents. Et dès lors qu'on a identifié un anticorps, on doit toujours en tenir compte lors des transfusions ultérieures, même s'ils ont disparu, car ces anticorps peuvent être restimulés très rapidement et entraîner des hémolyses post-transfusionnelles en se fixant sur les globules rouges transfusés en circulation. Donc, en fait, les accidents hémolytiques post-transfusionnels, certains sont évitables si on avait réalisé les RAI, qui doivent être systématiques justement. On aurait identifié l'anticorps et à ce moment-là, on aurait évité d'amener l'antigène au moment des transfusions ultérieures. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est recommandé depuis tout le temps, qui n'était pas tout le temps fait, mais on insiste vraiment maintenant pour que ce soit fait de façon systématique. Et globalement, à peu près à 1 mois de la transfusion. On refait l'hémogramme et l'électrophorèse parce que là aussi, pour les enfants peu transfusés, on cherche à évaluer le rendement transfusionnel à 1 mois, c'est-à-dire mettre en évidence des rendements transfusionnels insuffisants, c'est-à-dire des accidents hémolytiques post-transfusionnels qui seraient passés inaperçus si on ne faisait pas ce bilan-là. Alors, faut-il faire ça pour tous les enfants transfusés? Non. On l'a écrit dans le PNDS, globalement, c'est les enfants les plus, c'est-à-dire ceux qui ont été peu transfusés. Donc, on ne sait pas s'ils vont s'allo-immuniser ou pas de façon rapide ou pas. Donc, ce qui est écrit maintenant, alors tout n'est pas dans le PNDS d'ailleurs, il y a des choses qui ont été travaillées après. Dès lors que, vous voyez, c'est un contexte transfusionnel ponctuel, chez un patient qui a moins de 12 CGR transfusés historiquement, quel que soit l'âge, ou chez un patient non connu. Et donc, le bilan qui est recommandé, et là, on est d'accord, c'est très nouveau, hémogramme rétique, électrophorèse de l'hémoglobine, et puis un bilan d'hémolyse globalement, y compris même recherche d'hémoglobinurie. Et donc, on recommande de le faire globalement entre 3 et 4 semaines après la transfusion. Ça va permettre d'évaluer le rendement via le nomogramme. Et en cas d'hémoglobinurie, par exemple, ou de rendement anormal, on va alors suspecter un DHTR et là, à ce moment-là, on ouvre d'autres tiroirs. L'enfant a maintenant 5 ans. Il reçoit un traitement par HU depuis l'âge de 2 ans. Le traitement a été mis du fait de CVO et d'anémie profonde. Avant intensification, cet enfant avait 7 grammes par décilitre d'hémoglobine. Donc ça, dans le PNDS, dès lors qu'un enfant a de base un taux d'hémoglobine inférieur à 8 grammes par décilitre, l'hydroxyurée doit être proposée. Donc c'est une indication, on va dire, reconnue maintenant, de démarrer l'HU pour un taux d'hémoglobine inférieur à 8. Son VGM avant HU est de 80 FL, ses réticulocytes à 350, LDH 700. Et puis donc là, c'est un enfant que vous voyez à l'âge de 5 ans. Il a un bilan annuel et sur le bilan annuel, il est mis en évidence des microlithiases vésiculaires sans signe de complication. L'hémogramme récent lors du bilan annuel montre un taux d'hémoglobine, cette fois toujours à 7 grammes par décilitre. Le VGM est à 100, les réticulocytes à 300 et les LDH à 600. Chez cet enfant, malgré l'HU, il a fait une CVO il y a 2 mois. Donc, on vous remet le bilan avant HU, VGM 80. Lors du bilan annuel actuel, en fait, le VGM est à 100 et l'hémoglobine toujours à 7. Et donc, on vous pose la question de est-ce que la préparation transfusionnelle est-elle recommandée dans cette situation avant la chirurgie qui est celle d'une cholécystectomie? Donc, elle est recommandée car les maladies n'est pas stabilisée. Elle est recommandée car le taux d'hémoglobine sous HU est en dessous de 8. Elle n'est pas recommandée car l'enfant est sous HU. Elle n'est pas recommandée sous réserve de l'optimisation du traitement par HU avant la chirurgie, car l'enfant est certainement à une posologie insuffisante d'HU, et ça peut être optimisé. Et de façon générale, la préparation transfusionnelle est recommandée dès lors qu'il s'agit de lithiase biliaire avec complications. Alors, dans la situation de cet enfant, vous voyez, il a fait une CVO il y a 2 mois. Donc ça, c'est un critère qui fait dire que c'est difficile de se passer de préparation transfusionnelle. On l'a écrit dans le PNDS, il faut que l'enfant soit stable, pas de CVO, pas de STA dans les 6 mois avant la chirurgie. Cet enfant garde un taux d'hémoglobine à moins de 8. Donc effectivement, dans le PNDS, on peut éviter de faire une préparation transfusionnelle avant cholécystectomie, mais il faut que le taux d'hémoglobine soit au-delà de 8. Alors,
Effectivement, pourquoi? Jusqu'à présent, je pense que les enfants qui avaient des cholécystectomies qui étaient prévues, on faisait une préparation transfusionnelle. Dans certains cas, on se dit qu'on peut se passer de préparation transfusionnelle parce qu'effectivement, avec finalement l'utilisation plus précoce et plus optimale de l'ACHU, il y a certainement des enfants qui sont équilibrés, qui n'ont pas besoin d'être transfusés. Donc oui, les enfants certains enfants améliorés par l'ACHU n'auront pas besoin de préparation transfusionnelle, en tout cas pas de façon systématique. Mais là, vous voyez, cet enfant, il est sous ACHU, mais il fait des crises, donc il doit être préparé. Et puis, quand on dit qu'on peut optimiser le traitement, vous voyez que cet enfant a pris 20 points de VGM. Classiquement, 20 points de VGM, ça veut dire qu'il est probablement à des doses entre 25 et 30 mg par kilo et par jour, donc il est déjà à posologie suffisante et vous ne pourrez pas optimiser grand-chose. Il y a des enfants qui, malgré HU, ne montent pas leur taux d'hémoglobine. Et puis, de façon générale, oui, un enfant qui a une cholécystectomie qui est prévue, dès lors qu'il y a eu des lithiases biliaires compliquées, de cholécystite ou de migration, à ce moment-là, on recommande la préparation transfusionnelle. Donc là, je vous ai mis les tableaux qui sont ceux du PNDS, qui sont en fait, des conseils, on va dire. Bien sûr, on doit toujours mesurer, évaluer en fait la balance risque-bénéfice, mais vous voyez que, comme pour cet enfant, il y a des chirurgies qu'on considère à risque intermédiaire, donc amygdalectomie, cholécystectomie, et dès lors que l'AG a une durée prévisible de plus d'1 heure, globalement, on en reste à… globalement, on peut proposer l'absence de préparation transfusionnelle, mais il faut que le taux d'hémoglobine du patient soit entre 8 et 11. On l'a vu, maladie stable, qui n'est pas non plus de risque cérébral, qui est un DTC datant de moins de 1 an qui soit normal, et puis en l'absence d'atteinte d'organes. Dès lors qu'il y a une complication de la lithiase, on n'est plus dans cette situation-là. Et donc, dès lors qu'on sort de ces critères-là, eh bien, on va faire une préparation transfusionnelle. Okay, et puis, il y a des cas très particuliers où, effectivement, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire l'enfant qui a des antécédents d'hémolyse post-transfusionnelle ou un groupe sanguin très rare. Et là, vraiment, ça va être une discussion au cas par cas. Il y a un autre groupe de chirurgie, donc à risque très élevé, par exemple, on considère la splénectomie ou les chirurgies cardiaques thoraciques. Globalement, la préparation transfusionnelle reste recommandée, même si certaines équipes, dans des situations un peu exceptionnelles d'enfants vraiment à risque transfusionnel, vont faire des splénectomies sans préparation transfusionnelle, mais ça doit être exceptionnel et discuté. Et puis, dans le groupe de chirurgie à risque faible, on a mis adénoïdectomie, laser, postectomie, ponction articulaire isolée, arthrotomie. Globalement, là, on va plutôt vers pas de préparation transfusionnelle, mais sous réserve, encore une fois, que l'état de l'enfant soit bon, avec les mêmes critères, ou que son taux d'hémoglobine soit supérieur à 8. Donc ça, c'est vraiment ces 3 tableaux-là, vous les retrouverez très facilement dans le PNDS, vous pourrez vous y référer. Donc pour cet enfant, on voit, il n'était pas stable sous HU, il avait un taux d'hémoglobine qui était insuffisant, et donc il a été préparé avant la chirurgie, et il a reçu une CGR la veille de la chirurgie. C'est une chirurgie qui a été réalisée par voie célioscopique. C'était une cholécystectomie. L'intervention s'est bien déroulée, pas de saignement significatif, et l'enfant regagne son domicile 72 heures après l'intervention. À J10 de la chirurgie, il est admis aux urgences pour des douleurs abdominales intenses. Et donc, à quel diagnostic vous pensez? Une complication post-opératoire, une CVO abdominale, un accident hémolytique post-transfusionnel. Alors, vous n'êtes pas très nombreux à répondre, mais ce qui est bien, c'est que vous avez tous répondu qu'il fallait évoquer un accident hémolytique post-transfusionnel. Et bien sûr que les autres diagnostics sont valables aussi. On a droit, il y a une jeune, il n'y a pas très longtemps, qui a fait finalement une bride, une occlusion sur bride, mais néanmoins, une CVO, mais vous devez évoquer le DHTR. Alors, quand suspecter un accident hémolytique post-transfusionnel retardé, eh bien, c'est relativement simple. C'est devant tout symptôme anormal, quel qu'il soit, donc que ce soit une CVO, que ce soit aussi de la fièvre, que ce soit un ictère, que ce soit des urines foncées. Parfois, c'est des signes biologiques simples, seuls en fait, d'anémie, mais devant tout symptôme, quel qu'il soit, dès lors qu'il survient dans le mois après une transfusion. Ça veut dire aussi que vous, quand vous recevez un enfant aux urgences,
avec des symptômes, vous devez systématiquement regarder s'il a été transfusé dans le mois précédent. Alors, donc, effectivement, vous avez tous pensé à l'accident hémolytique post-transfusionnel retardé. Et donc, la question suivante, c'est quel bilan vous devez donc faire aux urgences? Je vous rappelle qu'il s'agit de la chirurgie. Hémogramme avec réticulocyte, ionogramme sanguin complet avec bilan hépatique, CRP, taux de LDH pour évaluer l'hémolyse, une électrophorèse de l'hémoglobine, une bandelette urinaire, DRAI, avec appel direct et systématique du biologiste de la transfusion. Voilà, bah écoutez, je vous dis bravo, parce que vous avez tous coché hémogramme rétique, iono complet, bilan d'hémolyse, bilan hépatique, électrophorèse de l'hémoglobine et RAI avec appel direct et systématique du biologiste de la transfusion. Donc, on va voir ensemble. Effectivement, le bilan, on va dire, de base, l'hémogramme avec réticulocyte, si c'est un accident hémolytique post-transfusionnel, vous attendez un taux d'hémoglobine plus bas que ce qui est attendu. Dans les formes sévères, il peut y avoir une thrombopénie, c'est en général un signe de gravité. Même si l'accident hémolytique, même si le DHTR est un accident hémolytique, dans certains cas, comme il est aigu, il peut y avoir une réticulopénie, alors que vous attendez à beaucoup de réticulocytes. Et là aussi, c'est en général un signe de gravité de l'accident hémolytique. Bien sûr, le ionogramme sanguin, parce qu'il y a des formes avec des insuffisances rénales. Hein. Le bilan hépatique, il peut y avoir des formes avec des décompensations aussi hépatiques. Et un bilan d'hémolyse que vous allez comparer aux paramètres hémolytiques de base. Et assez souvent, et c'est un critère de gravité, les LDH sont très élevés. Dans certaines formes très graves d'accident hémolytique, il peut y avoir une CIVD. Et puis la CRP aussi, hein, qui est un bon marqueur, en tout cas en termes d'inflammation, et qui est souvent élevé en cas de DHTR. Donc ça, c'est, je dirais, le bilan de base, vous y avez tous pensé. L'électrophorèse, vous y avez pensé aussi, effectivement, parce que l'accident hémolytique post-transfusionnel, c'est un accident hémolytique. Mais vous savez que la drépanocytose peut aussi se compliquer d'accident hémolytique aigu. Donc, comment vous allez faire la différence entre une crise hémolytique des globules rouges drépanocytaires versus une hémolyse des globules rouges transfusés? Eh bien, c'est bien avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. La transfusion amène des globules rouges AA. Et donc, vous allez évaluer avec l'électrophorèse et le nomogramme le rendement, en fait, après la transfusion. Alors, en pratique, comment on fait? On utilise le nomogramme de Méconceau des SAP. Donc, vous allez avoir un bilan qui a été fait juste après la transfusion. En l'occurrence, là, c'était 10 jours avant, avec un taux d'hémoglobine et un taux d'hémoglobine A. Et puis, vous entrez au moment de l'accident suspecté le taux d'hémoglobine et le taux d'hémoglobine A du patient. Et s'il y a une destruction préférentielle des globules rouges transfusés, à ce moment-là, le taux d'hémoglobine A va être plus faible que celui qui est attendu. Et là, on le voit dans le petit nomogramme, c'est un risque sévère. Donc, ça vous permet quand même de confirmer dans le mois après la transfusion, si vous êtes dans un risque très important de destruction accélérée d'hémoglobine A ou pas. Et puis, la bandelette urinaire, donc là, vous avez répondu en majorité, mais pas tous. Vraiment, c'est un examen incontournable. C'est un examen très simple, hein. Il ne coûte rien, vous ne faites aucun mal au patient et l'objectif, en fait, c'est pour rechercher une hémoglobinurie. Et s'il y a une hémoglobinurie, ça veut bien dire qu'il y a une hémolyse intravasculaire. Donc, c'est aussi une confirmation de l'accident hémolytique, hein, post-transfusionnel, parce que dans les crises drépanocytaires, il y a rarement une hémoglobinurie visible, en tout cas. Donc déjà, c'est un argument en faveur d'un DHTR, mais ça précise aussi la physiopathe du DHTR. Alors, en pratique, parce que tout le monde n'est pas très clair, la bandelette urinaire, s'il y a hémoglobinurie, elle va virer au sang. D'accord? Donc, quand la bandelette urinaire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'hémoglobinurie. Maintenant, si ça vire au sang, il faut, autant que possible, faire une ECBU, parce que l'ECBU va vous dire soit il y a plein de globules rouges, auquel cas on va dire c'est une hématurie, soit il y a du sang à la bandelette urinaire, mais à l'ECBU, il n'y a pas de globules rouges, et on va dire que c'est une hémoglobinurie.
mais il n'y a pas, en fait, voilà, ça permet de faire le diagnostic avec une hématurie. Il n'y a pas de dosage d'hémoglobinurie, d'accord? C'est vraiment après un diagnostic d'exclusion. La bandelette urinaire, c'est extrêmement facile à faire. Il ne suffit pas de la faire aux urgences à l'entrée. Je dirais qu'il faut la faire à chaque miction quand on a une suspicion d'accident hémétique post-transfusionnel. Déjà parce qu'on voit un peu, ça nous dit vraiment si l'enfant hémolyse ou pas. Et même quand on fait un traitement ou dans le suivi, on peut voir quand c'est un très bon moyen de voir quand l'hémolyse intravasculaire en fait s'arrête. Donc c'est vraiment à utiliser. Tant que l'enfant est en cours de DHTR, on l'a fait. Voilà. Et puis il y a aussi l'enquête immunohématologique. Donc là, on est en plein DHTR et c'est France qui prend le relais. Oui, donc vous aurez appelé le biologiste pour le prévenir que vous suspectez une hémolyse post-transfusionnelle. Et donc le biologiste, eh bien lui, il va mettre en œuvre des analyses pour rechercher un anticorps. Mais l'anticorps, on est à J10 là, de la transfusion, il va pas toujours être en concentration très importante parce qu'il se fixe sur les globules rouges transfusés et il va disparaître en fait éventuellement avec les globules rouges transfusés. Donc on va se donner dans un premier temps tous les moyens techniques du laboratoire pour sensibiliser, pour essayer de choper l'anticorps s'il est là. Et de toute façon, ces analyses seront répétées systématiquement plus tard. Alors on fait la RAI conventionnelle et puis on va sensibiliser la RAI. Ça peut se faire dans tous les laboratoires de routine. Il n'y a pas besoin d'être un laboratoire de référence. Ensuite, on va faire un CUMS direct. Le CUMS direct, eh bien, il va déterminer s'il y a des anticorps qui sensibilisent les globules rouges in vivo. Donc, si c'est positif, on va avoir déjà la réponse. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. Et du coup, on va faire ensuite une élution, c'est-à-dire qu'on va décrocher ces fameux anticorps et on va les tester pour voir leur spécificité, et on va les tester en fait en RAI pour voir vers quoi ils sont dirigés. Mais si le CUMS direct est négatif, on fait quand même l'élution parce que l'élution, elle peut décrocher, elle va décrocher éventuellement des anticorps qui ne sont pas mis en évidence par le CUMS direct et elle va un peu les concentrer. Donc on peut très bien avoir une élution positive qui va nous montrer qu'en fait il y a des anticorps sur les globules rouges in vivo et on ne les aura pas vus au CUMS direct. Ensuite, on refait, c'était l'intérêt de garder les tubulures, on reprend les tubulures des poches qu'on avait transfusées et on les teste avec ce plasma du jour pour lequel on suspecte qu'il a éventuellement des anticorps et ça pourra être aussi positif. Si c'est positif et que la RAI est négative, on va penser justement à ces fameux anti-privés. Et enfin, si on ne trouve rien, hein, eh bien, on va envoyer tous ces prélèvements au Centre national de référence des groupes sanguins parce qu'ils vont mettre en œuvre d'autres techniques encore plus sensibles pour voir si vraiment il n'y a pas quelque chose qu'on a raté dans votre laboratoire habituel. Alors, ces RAI, il faut donc les répéter 3 à 4 semaines, puisque ces anticorps, comme je vous l'ai dit, on ne les trouve pas toujours systématiquement à J10, à une semaine après la transfusion. Mais leur concentration, une fois que tous les globules rouges transfusés sont détruits, ils vont se retrouver, ils vont être produits dans le plasma, ils n'auront plus leur cible, donc leur concentration peut augmenter et vous pourrez mieux les mettre en évidence à distance, plus à distance de la transfusion. Donc toujours répéter l'analyse et donc si vraiment il y a des complexités, envoyer le prélèvement au Centre national de référence des groupes sanguins. Donc, on va aborder pour finir la prise en charge des accidents hémolytiques post-transfusionnels retardés. Il y a évidemment, on va dire, le traitement de support, en fait, non spécifique, hospitalisation. Un enfant qui a une suspicion de DHTR ne rentre pas chez lui même s'il va bien. L'enfant est scopé, parfois oxygénothérapie en fonction de la gravité. Une hydratation. Alors, l'hémolyse intravasculaire, en soi, peut abîmer le rein. Donc, quelles que soient les causes d'hémolyse d'ailleurs. Donc, en fait, les enfants doivent être hydratés justement pour protéger le rein. On l'a vu, le DHTR peut se manifester par une crise vaso-occlusive, parfois sévère, un syndrome thoracique aigu, donc la prise en charge habituelle de ces complications. Attention aussi au risque d'hypertension artérielle et risque de presse en tout cas. Et puis donc globalement, dès lors que vous suspectez un accident hémolytique post-transfusionnel, la règle, c'est de se dire il faut vraiment éviter une retransfusion. D'accord ? Donc, surtout, jamais se précipiter, même si le taux d'hémoglobine a chuté, mais prendre le temps de réfléchir. Et quand les choses sont difficiles, on réfléchit à plusieurs. Et donc, déjà, on a vu que
vous suspectez un DHTR, même si ce n'est pas encore prouvé, prévenez votre biologiste EFS ou en tout cas du dépôt de sang, parce qu'on l'a vu, il va faire des techniques spécifiques en fait. Hein. Et donc, il va y avoir une discussion entre vous, lui, demandez aussi à quelqu'un de plus expert en fait, hein, si vous êtes jeune dans la prise en charge, hein, il faut vraiment demander à un senior, parce que c'est des situations extrêmement difficiles et à risque. Et puis, on va, autant que possible, se laisser le temps de l'enquête immunohématologique. Vous avez vu, à l'EFS, au laboratoire, ils vont utiliser des techniques très particulières. Donc, l'idée, c'est de, quand même, s'il y a un anticorps à identifier, ben, c'est important. Et puis, bien sûr, et ben, comme toujours en médecine, on doit mettre en balance, en fait, hein, le risque parfois d'une anémie aiguë versus le risque de retransfuser. Hein. Et pourquoi on évite la transfusion? Eh bien, parce que vous avez vu, il y a un accident hémolytique, et donc ramener du sang peut, et parfois c'est le cas en fait, aggraver la situation. Okay, et donc, dans tous les cas, vous pouvez aussi vous faire aider, et on le recommande, en fait, on est là pour ça, d'une RCP, drépanocytose et transfusion complexe, qui est une RCP qui a lieu tous les mois, en pédiatrie et chez les adultes, hein, c'est séparé, mais cette RCP peut être sollicitée en urgence si c'est le cas. Et donc là, la procédure, elle est sur Schemit, et vous pouvez sans problème nous solliciter par mail, on est plusieurs, hein, les coordonnateurs à la fois cliniciens et biologistes, et on arrive en général à être quelques-uns et à pouvoir vous aider, y compris dans des situations d'urgence. Alors, dès lors que la situation n'est pas grave, on va dire, que c'est une CBO simple, vous avez mis de la morphine, l'enfant a moins mal assez rapidement, l'état général est conservé, un enfant qui n'a pas d'antécédents neurologiques, qui a une bonne tolérance hémodynamique. En termes d'hémoglobine, voilà, jusqu'à 5, encore une fois, c'est un chiffre indicatif, hein, globalement, et bien là, c'est le traitement symptomatique. Mais pas de transfusion et pas de corticoïdes. Et puis, il y a des circonstances quand même où la situation est grave. Donc, effectivement, encore une fois, autant y réfléchir à plusieurs. Mais il y a parfois des enfants, en fait, qui ont par exemple, un enfant qui fait un DHTR, qui fait une séquestration splénique aiguë. Vous allez rajouter encore un degré d'anémie. Et donc, l'anémie en soi est un risque pour l'enfant, un risque neurologique, mais aussi parfois un risque d'arrêt cardiaque. Un enfant qui évolue vers un STA, dès lors qu'il y a, par exemple, besoin de ventilation mécanique. Moi aussi, je pense qu'il faut faire très, très attention aux enfants qui ont des tableaux de crise vaso-occlusive. Dès lors qu'elles sont multifocales, très fébriles, résistantes à la morphine, attention. Vraiment, c'est des situations où il faut se poser la question de retransfuser ou qu'il y a un risque neurologique. D'accord? Et je dirais qu'il faut y penser dès lors que le taux d'hémoglobine est à moins de 5 grammes par décilitre, 5-6, ou dès lors que l'anémie est rapidement évolutive. Et là, on a, je dirais, pas le choix. On va retransfuser. Pourquoi? Parce que ça va avec l'objectif quand même d'améliorer l'anémie, et aussi parce qu'on sait très bien, dans cette maladie-là, le fait d'avoir des globules rouges drépanocytaires SS active en fait la vaso-occlusion. Donc, c'est pour amener d'autres globules rouges non malades. Mais c'est quelque chose qu'on a appris des expériences passées. Si on transfuse en plein DHTR, on recommande d'associer systématiquement une corticothérapie, qu'elle soit à 2 mg kg jour. Ça, il semblerait que c'est quand même important, la dose, il y a un effet dose. En revanche, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit courte. Et puis, on va discuter de rituximab, pas pour le DHTR maintenant, mais si on retransfuse, à ce moment-là, c'est pour éviter qu'à l'occasion de cette retransfusion, il y ait une nouvelle immunisation. Si c'est une forme sévère, notamment avec hémolyse intravasculaire, vous l'avez vu très souvent, ils ont une hémoglobinurie, et puis très souvent les taux de LDH sont très élevés. À ce moment-là, on peut discuter un anticorps monoclonal anti-C5, voilà, plutôt en adjonction. Ne pensez pas qu'on peut faire de l'éculizumab si l'enfant est grave, il faut associer aussi certainement à une transfusion. Dans tous les cas, France en a parlé, il y aura une compatibilisation systématique des globules rouges et le respect du phénotype étendu. Là, dès lors qu'il y a eu un DHTR, respect de phénotype étendu. Et puis, de nouveau, si vous retransfusez, mettez-vous en condition pour évaluer le rendement transfusionnel. Et on l'a déjà vu, bilan post à H24, et on poursuit. Donc, je reviens à cet enfant, on est bientôt à la fin. Donc, voilà la transfusion qu'il a reçue. Elle respectait le groupe sanguin ABO Rhésus. Et en ce qui concerne le phénotype étendu, il a reçu une transfusion qui comportait du JKB+, alors que son phénotype étendu est JKB-. Et puis lui, les RAI vont mettre en évidence un anticorps anti-JKB. Donc, il s'est immunisé à la suite de cette transfusion.
Voilà, chez cet enfant, la survenue d'une allo-immunisation avec DHTR doit faire discuter le dossier en RCP si transfusion complexe. Pour les prochaines transfusions, respecter systématiquement le JKB, mais pas nécessairement le S ou le FYA. Discuter la prévention d'une autre allo-immunisation par rituximab avant toute nouvelle transfusion. Et puis discuter le typage HLA familial et la greffe si donneur HLA identique. Donc, je vais commencer à répondre par effectivement le typage HLA familial et la greffe si donneur HLA identique. Oui, l'accident hémolytique post-transfusionnel est une complication grave qui met en péril en fait les transfusions ultérieures. Donc, si l'enfant peut être guéri par greffe, effectivement, il faut le faire et il faut le faire tôt. Donc oui, c'est bien de discuter le typage HLA familial. Et pour les autres réponses, je vais laisser France vous. Oui, alors donc, écoutez, oui, c'est typiquement une situation où pour la suite des transfusions de ce patient, vous pouvez solliciter la RCP, transfusion complexe, et donc on pourra discuter avec vous de la suite, de savoir s'il faut mettre du rituximab, etc. Et puis les cliniciens aussi reverront les indications transfusionnelles du patient. Ensuite, non. Si le patient a fait un anti-JKB, eh bien c'est typiquement avec une hémolyse. Et alors qu'il a été à l'occasion d'une transfusion ponctuelle, c'est typiquement la situation où, aux prochaines transfusions, on lui donnera du phénotypé étendu. C'est-à-dire qu'il est grand S-, il recevra du grand S-, même s'il n'a pas fait l'anti-grand S, il est Dufia-, il recevra du Dufia-, même s'il n'a pas fait l'anti-Dufia. Et il existe aussi le Dufib qui est très souvent, la plupart du temps, négatif, mais pour des raisons qui seraient un peu complexes à expliquer là tout de suite, le Dufib, on peut passer dessus parce qu'en fait, pour dire les choses simplement, les patients sont Dufia-, B- et le Dufib n'est pas donc exprimé sur les globules rouges. En revanche, le Dufib peut s'exprimer ailleurs. Génétiquement, ils peuvent être Dufib+ avec un Dufib qui s'exprime sur d'autres cellules de l'organisme. Et donc, immunologiquement parlant, le patient ne peut pas faire un anti-Dufib puisque finalement, il est Dufib+ ailleurs. Son système immunologique le reconnaît comme du soi, en fait. Voilà, pour le dire simplement, si c'est ça. Ensuite, discuter là. Alors là, en RCP, on va discuter la prévention d'autres alloménisations par le rituximab. Et là, donc, c'est ce que Corinne a dit. Le rituximab ne va pas vous faire diminuer ou disparaître les anticorps présents. Les mémoires sont là, donc il ne va pas le faire disparaître. En revanche, le rituximab, on l'observe, a pour effet de prévenir une nouvelle allo-immunisation. Donc, en règle générale, les patients qui sont traités par rituximab, eh bien, leur RAI, on ne voit pas se développer de nouveaux anticorps, mais ils maintiennent les anticorps qu'ils ont déjà produits, en fait. Voilà. Et c'est une discussion qui se fait de manière collégiale, le rituximab. Voilà. Voilà, on est arrivé au terme du webinaire dans les temps, mais je me tourne vers Lucille de la filière et les autres. Je ne sais pas si éventuellement il y aurait quelques questions. Oui, il y a du temps pour les questions. Il y a du temps, si vous le souhaitez. Est-ce qu'à ce moment-là, ils les posent oralement, ils enlèvent leur Oui, micro? je pense que vous pouvez intervenir en posant vos questions. Et le temps que vous déverrouillez vos micros, j'en profite pour vous dire que le PNDS dont on a parlé est disponible en version imprimée sur le site de la filière. Donc, vous pouvez tout à fait nous le demander. On vous l'envoie sans problème. Pour ça, vous passez par l'adresse contact, donc contact@filière-mcgre.fr. Donc, il ne faut pas hésiter. On a également d'autres documentations qu'on peut vous faire parvenir. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, là, j'ai une question en ligne. Bonjour, quelle place pour les LGLV, s'il vous plaît? Alors, c'est la place des immunoglobulines, des perfusions d'immunoglobulines. En fait, tout ça va être discuté, je dirais, un petit peu au cas par cas. J'avoue qu'en pédiatrie, moi, personnellement, j'en ai pas trop d'expérience, mais d'autres ont des expériences. Donc voilà, on le voit plutôt. En fait, oui, on peut faire de l'érythropoïétine, on peut faire des immunoglobulines, il y a différents traitements. Alors, là, on parle vraiment spécifiquement. Oui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand vous avez une hémolyse intravasculaire qui prédomine, si on parle du traitement de l'hémolyse post-transfusionnelle, eh bien, finalement, les IVIG vont pas être, ça va pas être le traitement le plus efficace.
Et donc, vous allez peut-être en donner, mais sans pour autant qu'il y ait une efficacité avec les problématiques que peuvent poser aussi les immunoglobulines intraveineuses chez ces patients s'ils ont de l'insuffisance rénale, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est pas, ça a été à un moment donné donné en première intention, en tout cas dans les protocoles adultes, et maintenant ça a été retiré. Euh, voilà. Mais Le mécanisme, par exemple, dans d'autres pathologies PTI, enfin pathologies auto-immunes, hein, je ne parle pas d'alloimmunisation, c'est oui, bien qu'effectivement, sûr. Oui. diminuer la destruction des globules rouges, mais la destruction intratissulaire, effectivement. Donc, c'est vrai que Par s'il les y a une macrophages. voilà, intratissulaire, c'est dans les macrophages. Donc, c'est probablement pas ce qu'on ferait en priorité dès lors qu'il y a une hémoglobinurie. Euh, et puis, effectivement, ce n'est pas sans risque aussi, puisque ça augmente énormément la viscosité. Vous amenez des protéines plein pot. Hein. Donc, faire attention aussi quand on prend en charge un enfant qui a un DHTR. Là, c'est pas le lieu. Mais par exemple, un patient qui a beaucoup de globules blancs, beaucoup de polynucléaires, ça augmente la viscosité. Donc, on doit prendre tout en compte finalement bah, par rapport aux décisions thérapeutiques. Hein. Ce n'est pas juste le taux d'hémoglobine, c'est l'état inflammatoire, c'est l'état clinique, c'est la proteinémie. Voilà. Bonjour, excusez-moi, c'est le docteur Adelon du CHU de la Martinique. Bonjour. Je voulais savoir à quel moment vous utilisez l'EPO. Et ma dernière question concerne le phénotypage étendu et la compatibilisation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en systématique pour tous les patients? Alors, Alors, je te laisse parler de l'EPO, je dirai le reste après si tu veux. Vas-y, Corinne. pour le PO, moi je dirais que ça dépend du taux de réticulocyte. Si le taux de réticulocyte est très élevé, je ne vois pas ce que vous allez gagner. En revanche, si le taux de réticulocyte est bas, à ce moment-là, vous allez booster la production. Parce que l'idée, c'est qu'il y a des DHTR, on n'a pas besoin, la plupart, on n'a pas forcément besoin de retransfuser, hein, c'est la plupart des cas, parce que finalement, bah, il y a une production spontanée des globules rouges drépanocytaires. Voilà, donc moi, ça dépend vraiment du taux de réticulocyte. Et pour ce qui est du phénotype étendu, ben normalement, si vous envoyez un prélèvement à l'EFS pour une RAI, etc., enfin un prélèvement à l'EFS pour un groupe sanguin, eh bien, si vous signalez bien que le patient est atteint de drépanocytose, c'est dans les us et coutumes maintenant vraiment de faire systématiquement un phénotype étendu. Et les épreuves de compatibilité, on les fait pour tous les patients. Alors, ça dépend un peu à quel, je ne sais pas, en tout cas, si vous vous adressez à l'EFS, c'est systématiquement réalisé ainsi que les épreuves de compatibilité. À savoir que, enfin, c'est peut-être pas le lieu pour en discuter, mais c'est vrai que des patients qui sont sous transfusion, échange chronique depuis très longtemps et que ça s'est toujours bien passé, on se demande dans quelle mesure on va pas un peu rétro-pédaler pour les épreuves de compatibilité qui peuvent mettre en place une logistique parfois qui est compliquée pour les patients. Mais bon, faut savoir que normalement, si vous vous adressez à l'EFS, ils voient drépanocytose, ils font le phénotype étendu du FIGK-MNS, ils font aussi la biologie moléculaire du rhésus, mais c'est pas encore à 100% partout, hein, l'épreuve de compatibilité à chaque fois que le patient est transfusé. D'accord, merci beaucoup. Oui? En phénotype étendu, la question n'était pas de le faire pour toutes les transfusions, quel que soit le contexte. Hein. C'était pas ça. Si, ma question c'était pourquoi est-ce que c'est parce qu'il me semble que quand j'étais sur l'IHOP à Lyon, que c'était vraiment systématique dès qu'on devait transfuser un patient qui avait une drépanocytose, systématiquement il fallait le transfuser en phénotypé étendu. Vous parlez de la compatibilité. Excusez-moi, j'avais pas compris. Je croyais la réalisation du phénotype étendu. Ah non, en Ah fait, non, c'est parce pardon. que non, je suis désolée, c'est moi qui ai mal compris. Non, c'est pas systématique. La seule chose, c'est qu'il y a encore des régions qui sont peut-être riches, entre guillemets, en ressources de phénotypés, de donneurs d'ancestralité africaine avec des phénotypes qui correspondent parfaitement aux patients et donc qui ont moins de patients parfois et donc qui les donnent aux patients alors qu'ils ne sont pas dans les recommandations, ils ne font pas partie des patients à risque. Alors maintenant, il est évident que si on avait vraiment beaucoup de ces CGR issus de donneurs d'ancestralité africaine, évidemment, on serait ravis d'en donner à tout le monde et comme ça, c'est un peu le risque zéro. Mais la problématique, c'est qu'on doit hiérarchiser les indications parce que la ressource pour l'ensemble des patients est insuffisante.
Et puis, de toute façon, donner ce type de produit aussi, il faut le voir, hein, à tous les patients, ça a un coût. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu ça le sujet. Donc, peut-être que ça a été donné de manière systématique, mais dans des situations où ce n'aurait pas été nécessaire. Et là, on essaie de rétropédaler avec certaines régions qui ont tendance à le faire. Oui, une dernière question. Lorsque du coup on veut retransfuser parce qu'on a un tableau de DHTR grave, comment vous répartissez la dose de solu? On fait un premier milligramme kilo, puis on transfuse, puis on refait un deuxième dans la même journée? Alors, j'ai un peu évolué au cours du temps, mais je pense qu'en fait, il faut faire pour le premier jour, faites 2 mg kilo d'emblée. D'accord. Finalement, voilà, vous faites juste avant la retransfusion et vous faites 2 d'emblée. Dans les formes sévères, moi, j'ai vraiment l'impression que la dose est importante, donc allez-y, faites 2, même le jour d'après. Hein. Ouais. D'accord, super. Merci beaucoup. Voilà, et puis de toute façon, si jamais vous aviez d'autres questions a posteriori, vous pouvez nous les envoyer à Corinne et moi-même, hein, et puis on pourra toujours répondre à distance. Il y a vraiment des choses nouvelles quand même. Hein. On n'avait pas la pratique de faire le bilan à 1 mois, hein, par exemple, chez les enfants. On savait qu'il fallait faire des RAI, mais souvent on ne les voyait pas en consulte et on ne faisait pas l'électrophorèse. Hein. Donc là, on le fait parce qu'on se rend compte que les DHTR, c'est une complication qui reste rare, mais qui n'est pas si rare que ça. Et que si on veut un peu progresser aussi, on doit déjà évaluer sa prévalence, je dirais, voir un peu les différentes formes pour progresser. Et puis, c'est probablement un enfant pour lequel on dépiste un DHTR, même, on va dire, à minima, il y a des conséquences pour la suite des transfusions. Donc, voilà, donc on veut éviter d'arriver un petit peu trop tard aussi. Après, c'est pas si ça veut dire qu'il faut rajouter une consulte. Hein. Mais finalement, c'est des consultes très dédiées. Comment va-t-il, le bilan? Et puis voilà, il y en a qui veulent faire les RAI à distance. En fait, jamais vous serez informé des RAI positifs si elles le sont. C'est compliqué pour récupérer, par exemple, les électrophorèses. Donc, le mieux, en fait, c'est des maladies quand même sévères, c'est de reconvoquer l'enfant dans le centre où il est suivi. Un examen clinique très rapide, des questions, et le bilan biologique et les urines. Et puis, comme ça, vous êtes tranquille. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous. Merci au professeur Pondaré et au professeur Pirenne de leur disponibilité, de leur gentillesse, de leur compréhension. Et puis, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on vous tient au courant. Il en reste un à effectuer donc toujours par rapport au PNDS drépanocytose en pédiatrie qui portera sur la douleur. Donc, restez connectés sur nos réseaux, sur notre site internet et vous serez informés. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci de vous intéresser à ce sujet aussi. Au revoir.